بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui au regard qu'a porté l'une des plus grandes figures de l'orientalisme, on va dire contemporain, parce que c'est quelqu'un quand même qui a vécu fin 19e, début 20e siècle, ou jusqu'à pratiquement une bonne partie du 20e siècle, puisqu'il est mort en 1971. Il s'agit de Gibb, Hamilton Alexander Ruskin Gibb. C'est quelqu'un qui a travaillé de manière collégiale avec les plus grands noms, tels que Chartres, Bosworth, etc. Et c'est quelqu'un qui va nous donner ici, nous faire ici une remarque très très pertinente. Il nous dit, en parlant de l'expansion de l'islam et de la manière dont les musulmans gouvernaient ou ont gouverné, surtout dans des contrées européennes, il nous dit l'islam a encore de nombreux services à rendre à la cause de l'humanité. Après tout, il est plus proche de l'Orient réel que ne l'est l'Europe. Alors là, il y a une remarque très importante. Il nous dit que l'islam a beaucoup de choses à apprendre au reste de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'il est proche de l'Orient. Vous savez, cette appellation de l'Orient, elle a une histoire. Les Italiens, les Romains, quand ils sont dans la Méditerranée, quand ils voient le sud, c'est-à-dire nos pays à nous, là où l'islam régnait en maître, ils disent la diestra. Ça signifie aussi la droite. Quand ils parlent de l'Europe, ils disent la sinistra, ça signifie la gauche, mais ça signifie aussi que c'était une partie du monde qui était lugubre, sinistre. Ensuite, l'Orient. Orient vient du mot orientation. Ça veut dire que quiconque veut réussir doit s'orienter vers l'Orient. Et là, à demi-mot, c'est ce que veut dire Alexander Ruskin Gibb. C'est-à-dire que l'islam va pouvoir apprendre au reste de l'humanité un certain nombre de choses parce qu'il est plus proche de l'Orient que ne l'était l'Europe. Et il possède ensuite une magnifique tradition de compréhension et de coopération interraciale. Actuellement, dans tous les gouvernements européens, on vous parle d'intégration, les Américains ont parlé de melting pot, on a toujours tenté à contre-courant d'essayer de rassembler ce qui ne pouvait être rassemblé dans un modèle qui subissait, on va dire, une sorte de dictat intellectuel européen. C'est pour ça que les choses n'ont jamais marché. À la limite, dans les États-Unis ou aux États-Unis, on peut parler un peu de réussite parce que les États-Unis permettent aux gens de vivre dans ce qu'ils appellent le communautarisme, ce qui n'est pas par exemple le cas en France. Donc il dit que l'islam possède une magnifique tradition de compréhension et de coopération interraciale. Ensuite il nous dit, aucune société n'a aussi bien réussi à unir en un même statut, c'est-à-dire celui de citoyen, un même objectif, c'est-à-dire celui que de préserver un espace géographique. C'était le cas à Médine avec le pacte de Médine, Watiqat al-Madina. Et en un même effort, tant de races d'hommes différentes. Étudiez l'histoire. Je vous invite à étudier l'histoire et vous verrez que jamais un modèle de société n'a été aussi cosmopolite, aussi varié, connaissant autant de divergences et de différences que celui qui a été créé par les musulmans. Pourquoi ? Parce que l'un des objectifs majeurs du Coran, c'est d'appeler les gens aux gens. Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des peuples et des nations ou des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Il ne s'agit pas de tolérance. La tolérance, c'est ce qu'on accepte, c'est le fait d'accepter ce qu'on ne peut changer par la force. Il s'agit d'acceptation de l'autre. Il s'agit d'aller vers l'autre dans un effort sociétal. Voici ce que dit cette citation. Nous arrivons au terme de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochaine rencontre, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wadai'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.